Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci d'être venus si nombreux encore ce lundi au rendez-vous du Cercle de l'Aéropage. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Alors ce soir, on a la chance de recevoir Frédéric Valandré, qui est un peu un habitué, puisqu'il y a quelques années, il était déjà venu faire une conférence à propos de la peine de mort. Alors, Frédéric Valandré, vous le connaissez peut-être, hein, il est docteur en histoire contemporaine, mais il est passionné par tout ce qui touche à la justice. Et depuis une douzaine d'années, il écrit régulièrement des livres qui concernent la justice en France. Et c'est vrai que ces questions qui concernent la justice sont souvent peu abordées, et pourtant il me semble que c'est quand même un sujet fondamental, parce que du bon fonctionnement de la justice dépend, pour une bonne part, la confiance que les citoyens ont dans leurs institutions, et plus généralement, voilà, la confiance qu'ils ont dans leur pays, et dans le fonctionnement politique de celui-ci. Et il semble que depuis un certain nombre d'années, malheureusement, cette confiance se dégrade, tout simplement parce que notre justice est un petit peu de plus en plus incompréhensible, indéchiffrable, et je dirais même marécageuse. Alors, quelles sont les principales causes qui peuvent expliquer cette dégradation de l'image de la justice et de son fonctionnement? Parce que c'est pas simplement son image, c'est le fonctionnement qu'elle a qui nous paraît de plus en plus incompréhensible. D'abord, il y a quand même une superposition de plus en plus d'institutions et de hiérarchies juridiques qui rendent confus la prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, il y a différentes échelles, l'échelle Cour pénale internationale, Cour de justice européenne, etc. Il y a beaucoup de niveaux qui se superposent et qui créent un sentiment de gouvernance des juges qui finalement peuvent piocher un peu là où ils veulent pour rendre justice, et parfois on ne comprend pas bien. Il y a aussi la politisation de la justice, dont on a eu quelques exemples récents. Politisation des milieux de la justice et de la magistrature, qui pour un certain nombre d'entre nous, en particulier peut-être ici, ne va pas dans le sens d'une amélioration, je dirais, de la confiance qu'on peut en avoir. Il y a aussi l'intervention du politique, qui parfois, on peut la soupçonner, hein, on a vu des cas assez récents, je vais pas les citer. Et puis, alors, il y a un phénomène nouveau, mais qui est de plus en plus important, c'est l'intrusion des médias dans les affaires judiciaires. Et ça crée dans certaines affaires emblématiques, comme par exemple l'affaire Grégory, un complet dévoiement de la justice qui paraît complètement se déliter sous le feu des projecteurs des médias. Alors, je vais céder bien entendu la parole à Frédéric, qui pourra vous éclairer bien plus que moi sur tous ces sujets. Et bonne conférence. Merci. Merci à vous. Alors, merci à Pierre pour sa sympathique présentation. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le Cercle pour son invitation ce soir, pour parler donc un sujet que je connais bien, parce qu'en fait, cela fait plus de 10 ans, effectivement, depuis 2006-2007, que je travaille sur la justice française, son fonctionnement et son rapport aux médias. Alors, j'ai publié 4 livres depuis 2006, dont 3 spécifiquement consacrés à l'institution judiciaire. Le premier, en 2009, Justice mise en examen, aux éditions Underban, c'est un éditeur américain francophone qui n'existe plus aujourd'hui. Le second, Justice criminelle dossier brûlant, aux éditions Tatami, en 2014, préfacé par un avocat aujourd'hui en retraite, Maître Antonowitz, qui est connu pour avoir été avocat de la défense dans l'affaire dite Halimi, du gang des barbares, mais aussi pour sa très belle biographie de Maître Jacques Izorni, célèbre avocat du maréchal Pétain, qui a été primé par le prix du Palais judiciaire en 2008. Et le plus récent, paru il y a 1 an et demi, en février 2017, donc qui est un cas un peu particulier, donc coulisses judiciaires, car il a été préfacé en fait par le premier magistrat instructeur de l'affaire Grégory, qui, comme vous le savez, a mis fin à ses jours le 11 juillet 2017, il y a environ 1 an. Donc il est souvent présenté comme la 3e victime de l'affaire, après le petit Grégory, Bernard Laroche. Donc c'est à lui que je tiens à dédier ce modeste exposé que je vais vous présenter ce soir. Donc en fait mon constat, après toutes ces années à travailler sur la justice, c'est qu'il y a au moins 2 écueils, bon il y en a d'autres sans doute, 2 écueils qu'il faut éviter. Tomber dans le complotisme systématique. Ça, c'est une chose à écarter. Imaginez
que la justice n'est qu'un gigantesque de théâtre de guignols, de marionnettes, et c'est le piège dans lequel tombent depuis des années certains, un qui persiste et signe depuis des années, bon, tout le monde se souvient de lui, le petit-fils de Guillaume Seznec, Denis Leheur Seznec, qui aujourd'hui encore soutient que son grand-père, l'ancien bagnard Guillaume Seznec, a été victime d'un crime d'État, et que c'était en fait, il a été condamné pour étouffer un scandale, c'est-à-dire le supposé trafic de Cadillac entre des personnalités de la Troisième République et la Russie soviétique naissante. Ça, c'est un des premiers écueils à éviter. Mais il y en a un autre. Voir de la politique là où il n'y en a pas dans certaines affaires judiciaires. On parlait à l'instant de l'affaire Grégory, mais là, c'est le cas typique. Parce que pour ceux qui ont suivi cette affaire, vous vous souvenez peut-être que, pour certains, on a schématisé à outrance. Sous prétexte que l'avocat de Christine et Jean-Marie Villemain, les parents du petit, était maître Henri-René Garot, donc avocat clairement marqué à droite, tout conservateur, partisan de la peine de mort, et donc avocat de l'association Légitime Défense. Et d'un autre côté, les avocats de la famille Laroche étaient maître Gérard Welzer, qui était de la Ligue des droits de l'homme et du PS, et maître Paul Prompte, qui était un ancien franc-tireur partisan, donc dans la résistance, et communiste de longue date, très communiste, antimilitariste. Donc certains ont dit, voilà, être du côté de Laroche, c'est être de gauche, du côté des Villemain, c'est être de droite. Et on a eu des interprétations complètement farfelues. Je vous donne un exemple. Maître Paul Prompte, donc, qui est décédé l'an dernier, le jour même de l'apparition de mon livre, le 28 février 2017, à 90 ans, était persuadé que Bernard Laroche, son client, donc premier suspect et inculpé dans l'affaire Grégory, a été visé pour son engagement à la CGT. Ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Et le juge Simon, donc, deuxième magistrat instructeur de l'affaire, qui, comme vous le savez, donc, ces carnets secrets ont été révélés dans la presse juste avant le suicide du juge Lambert, en juillet 2017. Dans les carnets, on peut lire, pour lui, cette affaire a été fomentée par le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Je ne vois pas ce qu'ils avaient à faire là-dedans, mais bon. De même que, vous aviez des titres de presse comme Minute, il n'y a rien contre le Minute, mais en l'occurrence, Minute, qui avait consacré 3 pages dans son édition du 27 juillet 1985, pas singulièrement hargneuse sur donc, mon défunt préfacé Jules Lambert, en faisant limite passer comme un rouge. Un digne émule du juge de l'affaire Bouin-en-Artois, le juge Pascal. Et moi qui connaissais le juge Lambert, je peux vous dire que c'était tout sauf un juge rouge. Parce qu'il m'a toujours soutenu dans mon travail, et en l'occurrence, s'il avait été un juge rouge, je ne pense pas qu'il aurait soutenu mes écrits. Je ne le pense pas. Après, ceci étant clairement posé, est-ce qu'il faut esquiver la question de l'instrumentalisation de la justice par les médias et la politique, qui est le sujet de cet exposé? Non, on ne peut pas écarter la question comme on écarte une guêpe ou un moustique. C'est totalement impossible. Donc en fait, dire la justice dans son ensemble est instrumentalisée, certes non. Donc la question simple, il y a une réponse nuancée. En fait, de ce que j'ai pu constater, il y a eu des tentatives bien réelles, plus ou moins réussies, d'instrumentalisation de la justice par les médias et la politique en France. Et je peux vous dire une chose, de mon point de vue, enfin de ce que j'ai pu constater, c'est que, à gauche comme à droite, sur ce point de vue, la bêtise a été largement partagée. Soyons clairs, de ce côté-là, pas de sectarisme. Alors, la tentative d'instrumentalisation, elle a ceci de particulier qu'elle se fait au nom de présumées bonnes intentions. Comme chacun sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, quelques exemples parmi d'autres, mais cette liste n'est pas exhaustive. Évidemment, dénoncer l'erreur judiciaire. Formidable. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est l'affaire sans doute que je connais le mieux, l'affaire Outreau, dossier Delay et autres, c'est son terme, l'appellation officielle. C'est extraordinaire cette affaire, parce qu'on se souvient que entre les 2 premiers procès, entre 2004 et 2005, le climat médiatique et politique était plutôt favorable aux 6 accusés qui avaient fait appel. Ce qui est exact. Donc, sans aller jusqu'à parler jusqu'à un acquittement programmé d'avance, le climat avait beaucoup changé depuis le premier procès de Saint-Omer qui avait eu lieu de mai à juillet 2004. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que juste avant la fin de ce second procès, le parquet a expressément demandé à la présidente de la Cour d'assises de Paris, la présidente Odile Mondineux-Ederer, de boucler, je serais tenté de dire bâcler, les délibérations en 3 heures pour que le garde des Sceaux, M. Pascal Clément, puisse faire une déclaration au journal télévisé de 13 heures pour faire une déclaration officielle.
Évidemment, la présidente a refusé toute pression, donc les délibérations, finalement, on dirait, il y a bien eu un acquittement général, mais les délibérations duraient 9 heures. Mais pour vous donner une idée, parce qu'il fallait effectivement se faire mousser, dénoncer l'erreur judiciaire, parler des 6 innocents injustement persécutés par la justice. Mais ce qui est extraordinaire dans ce cas d'instrumentalisation, c'est le phénomène d'amnésie collective, d'un point de vue médiatique et politique. D'un point de vue politique, quelques mois avant le premier procès d'Outreau, le procès de Saint-Omer, juste un exemple, citons une proposition de loi, mais évidemment qui a été oubliée par la suite, datée du 4 novembre 2003, proposition 1187, qui proposait, soutenue par 71 députés, qui proposait donc de rendre imprescriptibles, au même titre que les crimes contre l'humanité et les crimes sexuels contre les enfants, et proposer une présomption de crédibilité de la parole de l'enfant. Alors évidemment, après le premier procès de Saint-Omer, ce genre de discours n'aura plus cours. Vous voyez un petit peu, voilà comment ils ont tourné Kazakh. De la même manière, le traitement médiatique pendant l'instruction du magistrat instructeur Fabrice Burgot. Je vous invite, si vous avez l'occasion d'aller à la bibliothèque de littérature policière, consultez le dossier de presse, le premier volume de l'affaire Outreau. Vous voyez comment des journaux, soi-disant classiques comme le Figaro, le Parisien ou même Marianne, comment ils traitaient les accusés au moment de l'instruction. Et vous voyez après comment ils ont tourné Kazakh. C'est intéressant, la façon, ce mouvement de balancier. Donc c'est vrai qu'il y a un côté assez hypocrite là-dedans. Donc voilà, dénoncer l'erreur judiciaire, ça évidemment, c'est... Même si en l'occurrence, l'affaire Outreau n'est pas à proprement parler une erreur judiciaire, vu que des gens qui ont clamé leur innocence ont finalement été acquittés au terme du processus. Une erreur judiciaire, un puriste vous dira que c'est quand un innocent est définitivement condamné. Bref, c'est le premier cas de figure. Mais il y en a bien d'autres. Et là, je vais aborder des sujets un peu plus sensibles, dont celui-ci l'était déjà. Le cas des violences policières. Si possible, dénoncer les violences policières à caractère raciste. Bon, ça. Alors là, c'est banco. Et le cas de figure le plus connu, qui est le cas d'école, parce qu'aujourd'hui encore, la désinformation, elle a la vie dure sur cette affaire. L'affaire de la mort de l'étudiant Malik Oussekine, dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986. Vous savez, c'était ce jeune homme qui avait manifesté avec ses camarades contre le projet de loi sur l'université, le projet de loi d'Alain Devaquet. Et il y a eu effectivement une altercation très violente avec 2 policiers qui effectivement l'ont frappé à coups de matraque. Matraque, ce qu'on appelait les bidules à l'époque. Et donc à l'époque, effectivement, cette mort avait fait grand bruit. François Mitterrand, qui était président de la République, avait déclaré qu'il a ressenti une douleur à la France. Et il avait rendu visite à la famille de Malik Oussekine pour exprimer ses condoléances. Et donc, la thèse qui était effectivement martelée à l'époque, c'était la police a tué sciemment un pauvre étudiant lors de ces manifestations. Et effectivement, l'opposition donc, au gouvernement Chirac à l'époque et un certain nombre de médias avaient effectivement martelé cette thèse. Et aujourd'hui encore, tenez-vous bien, dans une thèse d'université, soutenue par une de mes anciennes camarades de fac, j'étais estomaqué quand j'ai feuilleté sa thèse, qui a soutenu sa thèse 2 semaines après moi. Dans sa thèse, sur les faits divers à la télévision, elle qualifie les policiers qui ont frappé des meurtriers de Malik Oussekine. Alors que, comme je vais vous l'expliquer dans les secondes qui suivent, ce n'était pas du tout le cas. Parce qu'en fait, vérification faite au cours de l'instruction et au cours du procès des 2 policiers en janvier 90, si effectivement il y a eu des violences commises par les 2 policiers, en fait la mort de ce malheureux jeune homme était provoquée par ses problèmes de santé. Et ça a été prouvé par le rapport d'un professeur, donc professeur de médecine Pierre Debré-Ritson, ainsi que 4 experts nommés, commis pendant l'instruction, qu'en fait ce pauvre malheureux jeune homme avait été victime d'insuffisance rénale. Il était sous dialyse. Et donc en fait, concrètement, je cite le rapport, donc il est décédé d'un retard apporté à la dialyse à laquelle il était assujetti du fait de ses insuffisances rénales et un taux gravement menaçant de potassium sanguin. Donc pas de rapport direct avec les violences policières. Bon, les policiers ont quand même effectivement été jugés, mais pour violence volontaire et entraînée à mort, son intention l'a donné. Donc ils ont condamné le 28 janvier 90 par la Cour d'assises de Paris
à une peine de prison avec sursis. Mais aujourd'hui encore, vous avez, bon voilà, j'ai une thèse de doctorat qui dit les meurtriers, en l'occurrence c'est pas un meurtre, ou alors dans la presse communiste, l'assassinat de Malik Oussekine. Et cette affaire est instrumentalisée aujourd'hui encore pour effectivement démontrer la violence intrinsèque des forces de police. Vous voyez, comme je dis, que la désinformation, là c'est un des cas les plus graves, parce qu'aujourd'hui encore, malgré les publications, les travaux donc, des experts dont je vous parlais, il y a eu aussi un livre, le livre du docteur Raymond Martin, qui était, il me semble, de l'Institut médico-légal de Paris, Mort suspecte, co-signé avec Patrice Trappier. Malgré ça, aujourd'hui encore, on a un client qui dit Malik Oussekine, tué par la police, assassiné. Un mensonge répété 1000 fois, comme on sait, ça finit par devenir une vérité. Donc, en l'occurrence, c'est une fausse vérité. Ça, c'est un des cas les plus connus. Un cas un peu ancien, mais je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Un cas beaucoup plus récent, là, c'est effectivement, comme je disais, la gauche et la droite est capable de se vautrer dans la bêtise crasse. Enfin, disons dans l'ignorance. Parce que là, comme dans les dossiers que j'évoquerai, c'est des gens qui ne connaissent pas une ligne du dossier qu'ils évoquent. Une affaire douloureuse, parce que c'est en fait, ça montre que le principal protagoniste de cette affaire ne mérite ni excès d'honneur ni excès d'indignité. En fait, c'est plus ses avocates et ses soutiens qui l'ont manipulé qu'autre chose. C'est l'affaire dont vous avez entendu parler, sans doute l'affaire de Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage, c'est cette femme qui a tué son mari de 3 coups de fusil dans le dos le 10 septembre 2012, dans un petit village du Loiret, donc dans la région d'Orléans. Son mari Norbert Marot, donc en 10 septembre 2012. Et cette femme a été condamnée par 2 cours d'assises. Une cour d'assises d'abord du Loiret le 28 octobre 2014 et ensuite la cour d'assises du Loir-et-Cher le 3 décembre 2015. Par 2 fois, elle a été condamnée par des magistrats professionnels et un jury populaire à 10 ans de réclusion criminelle. Suite au second procès, une campagne médiatique et politique a été lancée auprès du président François Hollande pour obtenir sa grâce. Comme vous le savez, c'était fin 2015, début 2016. Ils ont obtenu gain de cause dans un premier temps, grâce partielle le fin janvier 2016, et juste avant le nouvel an 2017, grâce totale. Donc c'est début 2017 qu'elle a été libérée. Alors le problème de cette affaire, si vous voulez, le problème de cette affaire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a eu, d'un point de vue politique, la députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, qui a proposé de changer la loi sur la légitime défense. Il est vrai que la loi sur la légitime défense en France, riposte proportionnelle à l'attaque, elle peut paraître un peu étroite. Mais elle propose la notion de légitime défense différée. Ça peut être la porte, à contrario, la porte ouverte à pas mal d'abus. Parce qu'elle estime, il y a une part de vrai, peut-être, sans doute, c'est que toute femme victime des violences de son mari est dans un état de légitime défense permanente. Bon, finalement, cette proposition de loi n'a pas été adoptée parce que, bon, c'est peut-être que, effectivement, les parlementaires craignent des abus. Je pense, moi, de mon point de vue, qu'il vaut mieux juger au cas par cas, de mon point de vue. Par ailleurs, donc soutien, elle a été soutenue à gauche comme à droite pour qu'elle obtienne la grâce présidentielle. Et également les réseaux sociaux, notamment une pétition sur change.org, qui donc réclame la grâce de Jacqueline Sauvage, mais le gros problème, c'est que cette pétition a une vision rien caricaturale de la justice française. C'est-à-dire que concrètement, à écouter cette pétition, c'est-à-dire d'un côté, il y a des choses justes dans ce que racontent les internautes. Ils disent, effectivement, 134 femmes tuées par leur mari en 2014. 134 femmes tuées par... C'est trop, on est entièrement d'accord. Mais partant de ce constat, effectivement, que personne ne conteste, elles en vont à imaginer, à dire que la justice française est intrinsèquement favorable aux maris violents. Ce qui est quand même passé sous silence, une loi, elles ne le disent pas dans la pétition, c'est la loi du 4 avril 2006, justement, renforçant la prévention des violences conjugales, et qui institue une nouveauté, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre sur conjoint. Quand je dis meurtre sur conjoint, ça signifie concrètement qu'il y ait préméditation ou pas, l'homme ou la femme qui a tué son conjoint ou sa conjointe risque la perpétuité. Donc, et ça, ils ne le disent pas. Qu'il y a eu une loi quand même en avril 2006, renforçant, aggravant les peines dans les cas de violence conjugale, suivi de mort en l'occurrence. Ça, ils ne le disent pas. De même qu'ils passent totalement sous silence que les 2 jurys d'assises qui ont condamné Jacqueline Sauvage étaient composés de... Le premier était mixte et paritaire, il y avait des hommes et des femmes. Le premier jury, celui d'Orléans. Celui de Blois,
il y avait 5 femmes pour 4 hommes. Donc, faire passer tout ce petit monde, plus les 2 présidents, parce que c'était 2 femmes qui présidaient les 2 procès, pour des émules, des admirateurs, des brutes épaisses qui battent leurs femmes comme plâtre, on reconnaissait que c'est un peu exagéré. Donc voilà des gens qui ne connaissent rien au dossier, parce que le dossier est un petit peu différent de ce qu'on nous a dit. C'est-à-dire, concrètement, que Norbert Marot, la victime, donc qui a été tué par son mari, était un personnage peu recommandable. Rustaud, porté sur l'alcool, qui est passé par la maison de correction, personnage peu recommandable. Tout le monde en est d'accord, entièrement d'accord. D'ailleurs, au second procès, l'avocat général Frédéric Chevalier, il a dit, pour tout ce qu'il a fait, il aurait mieux valu, effectivement, j'aurais préféré qu'il soit dans le box, qu'il soit jugé donc, pour ce qu'il a fait, plutôt qu'effectivement on en vienne à cette issue. C'est-à-dire qu'effectivement qu'elle le tue d'un coup de fusil, et que ce soit elle qui se retrouve dans le box des accusés. Il l'a dit clairement lors de son réquisitoire, en décembre 2015. En fait, ce qui se passe, c'est que la thèse martelée dans les médias, c'est que Jacqueline Sauvage était victime pendant 47 ans de violences conjugales. Qu'il y ait eu des violences psychologiques, physiques, personne ne le conteste. En revanche, affirmer pendant 47 ans non-stop, Jacqueline Sauvage a été victime de son mari, ce n'est absolument pas démontré par le dossier, parce qu'en fait, elle est passée que 3 fois aux urgences en 47 ans, et il semblerait que les trois passages aux urgences n'avaient pas de rapport direct avec des violences physiques. Mais il y avait effectivement un climat de violence dans cette famille, c'est-à-dire Pascal Marot, le fils de Norbert et Jacqueline, lui-même battait sa compagne, parce qu'en fait, il suivait l'exemple de son père. Et le truc, ce qui est absolument gravissime, ça aussi, ça a joué contre Jacqueline Sauvage. Si vous voulez, les 2 filles de Jacqueline Sauvage, lors de l'instruction, ont accusé leur père, donc après sa mort, de viol. Difficile de confirmer ou d'infirmer, c'est possible, mais l'intéressé étant décédé, on n'en sait rien. Et Jacqueline Sauvage a dit oui, effectivement, mes filles m'ont confié que leur père les violait. Mais on a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé aux autorités compétentes? C'était pour les protéger, oui, drôle de raisonnement. Alors, ce qui pose vraiment problème dans cette affaire, c'est Maître Henry, avocate au barreau de Melun, qui était partie civile dans cette affaire. Elle a dit, mais on est dans une famille qui raisonne de travers. Elle apprend que ses filles sont violées. Elle dit, pour les protéger, je n'énonce pas mon mari. Bon. Mais d'un autre côté, en 1994, elle apprend que son mari a une maîtresse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle poursuit la maîtresse en voiture. La maîtresse terrorisée se réfugie à la gendarmerie. Mais on lui a dit, mais je crois que quelqu'un lui avait dit au procès, mais ça aurait été l'occasion de dire, de vous débarrasser de votre mari, d'aller à la gendarmerie, oui, c'est une brute. Ou alors de dire, voilà, qu'il parte avec sa maîtresse, au moins je serais débarrassé. Mais vous voyez, elle est dans une logique très particulière, Jacqueline Sauvage, c'est qu'en fait, pourquoi elle a voulu absolument garder son mari, fût-ce une brute épaisse? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils avaient fondé une entreprise ensemble, une entreprise familiale où toute la petite famille travaillait, une entreprise de transport à messagerie Marot. Et casser la famille, c'était casser l'entreprise, c'était la colonne vertébrale. Donc, vous voyez, il était dans une logique un peu particulière. C'est pour ça que je vous dis que l'affaire est plus complexe que disent les pétitions, les médias, les politiques. Donc, vous voyez, le sujet, effectivement, lutte contre les violences conjugales, tout le monde en est d'accord, mais cette affaire-là n'était pas aussi simple qu'on veut bien le dire. Et le problème, c'est que dans cette affaire, les 2 avocates, Tony Truante, de Jacqueline Sauvage, qui l'ont instrumentalisé lors du procès en appel, elles ont voulu faire une amalgame avec une affaire où, justement, la légitime défense était avérée, celle d'Alexandra Lange, qui a été acquittée en 2012 par la Cour d'assises du Nord, parce qu'elle avait tué son mari à coups de couteau. Enfin, il essayait de l'étrangler. Vous voyez, les 2 affaires sont différentes. Alors qu'elle n'était pas en état de légitime défense quand elle a tiré sur son mari. Vous voyez, c'est la complexité de... Mais les gens qui ne connaissent que ces pétitions, qui ne connaissent que la vision partielle et partielle qui a été diffusée par les médias et les politiques. C'est pour ça qu'un certain nombre de magistrats ont dit attention, est-ce que le président Hollande ne se fait pas instrumentaliser par 2 avocates qui lui présentent et le fait. Vous avez dit 134 victimes par 134 femmes victimes de décès par an. Combien de... Pas par an, en 2014, juste en 2014. Non, c'est pas par an, hein. Non. Donc il est clair dans cette affaire, là-dessus moi je partage tout à fait l'opinion de l'avocat général du second procès, il aurait mieux valu effectivement que ce soit Norbert Marot qui se retrouve en cour d'assises, parce que là c'est un véritable gâchis en l'occurrence cette affaire. On est dans une famille qui a été saccagée,
Mais vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en fait, contrairement à Alexandra Lange, qui elle n'avait pas d'autre choix que de tuer son mari à coups de couteau, vu qu'il était en train de l'étrangler, elle avait d'autres choix de se débarrasser de celle qui a présenté comme un tyran celui qui a présenté comme un tyran domestique. Vous voyez, chaque affaire est différente. Il n'y a pas tout n'est... On est dans une zone grise dans cette affaire. Mais ça a été très peu dit. Mais des exemples, il y en a beaucoup d'autres. Là, je vais aborder encore un sujet. Vous voyez, c'est sur les sujets sensibles que j'aborde, mais je les aborde à dessein pour la bonne raison que, justement, c'est sur les sujets douloureux qu'il y a une instrumentalisation, justement pour des gens qui ne connaissent pas le dossier. C'est bien ça le problème. Et alors là, c'est pareil, je vais aborder un sujet délicat, la lutte contre l'antisémitisme, c'est ce qu'on appelle le retour aux heures les plus sombres de l'histoire. Alors, sans doute, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de l'affaire relative à l'ancien chef de la milice, des services de renseignement de la milice à Lyon, Paul Touvier, qui a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité le 20 avril 1994 par la cour d'assises des Yvelines. Mais avant d'être condamné, il avait obtenu un non-lieu général, momentané, provisoire, le 13 avril 1992. Et les 3 magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui avaient rendu cet arrêt avaient été victimes, à l'époque, de la part des médias publics, d'une campagne d'insultes diffamatoires hallucinantes. Donc je vous donnerai des exemples. Concrètement, alors déjà, quelque chose d'absolument ahurissant, c'est qu'une caméra de télé est allée filmer l'immeuble dans lequel habite le président de la chambre d'accusation, Jean-Pierre N. Donc c'était carrément le livret au corbeau, en fait, à tous les pseudo-justiciers. On les a accusés évidemment de sympathie pour le pétainisme, de vouloir blanchir l'État français, le régime du maréchal Pétain, Paul Touvier. À l'initiative de Laurent Fabius, le 15 avril 1992, c'est-à-dire 2 jours plus tard, il y a une minute de silence à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même rare, une minute de silence contre une décision de justice, provisoire qui plus est parce qu'il y a eu très vite un pourvoi en cassation. Évidemment, tout ce petit monde n'avait pas lu l'arrêt de 215 pages du 13 avril 1992. Et s'ils l'avaient lu, ils auraient constaté que c'est avant tout une question de juridique. L'idée, c'était pas de blanchir le chef de la milice lyonnaise, c'était de déterminer s'il y avait des charges suffisantes contre lui dans 10 dossiers sur 11. Ils ont estimé que non. Et dans le 11e dossier, celui dans lequel il a reconnu sa responsabilité, c'est-à-dire l'exécution à 5h du matin, le 29 juin 1944, de 7 juifs, suite à l'assassinat du secrétaire d'État à la propagande, milicien lui-même, Philippe Henriot, donc le 28 juin 1944. Et ils ont estimé, de leur point de vue, les juges ont estimé de leur point de vue, que cela relevait du crime de guerre et non pas du crime contre l'humanité, parce qu'ils estimaient que c'était en rapport direct avec la mort de Philippe Henriot. Et quand on regarde, on se pose d'un point de vue historique, effectivement, ce qui n'enlève rien à la tragédie. On était dans un contexte, plus le contexte de ce que feu Henri Amorou, l'historien et journaliste, appelait l'impitoyable guerre civile, la guerre civile franco-française de 43-44, que dans le contexte d'un plan d'extermination organisé tel que celui qui était organisé par le Führer et les services de sécurité du Troisième Reich. Donc, mais ça, il ne le disait pas. C'est-à-dire, il voyait un Touvier blanchi, Vichy blanchi, etc. Ah, il y a certaines personnes peu suspectes de sympathie pour le Grand Reich allemand qui ont essayé d'appeler au calme, comme Alain Perfit, l'ancien ministre, l'ancien garde des Sceaux du gouvernement Barre, 2 anciens résistants, donc peu suspects de sympathie pour le nazisme, Alain Griottret, dans un article du Figaro, du 16 avril 1992, et Annick Riegel, ancienne résistante, elle aussi, qui plus est, ancienne communiste, ancienne résistante communiste, juive, qui a dû porter l'étoile jaune avant d'entrer dans la résistance, quand elle habitait à Paris, donc peu suspecte de sympathie, effectivement, pour la milice ou autre, qui ont dit qu'effectivement, d'un point de vue juridique, la thèse n'était pas contestable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas coller, tout mélanger, effectivement, les crimes commis par le Troisième Reich et ses sbires, avec, effectivement, ce qui s'était passé dans le contexte de la guerre civile, ce qui n'enlève rien au caractère tragique de ce qui s'est passé. Mais, vous voyez, il fallait tout mélanger. C'est-à-dire, l'idée, surtout, c'est que cet arrêt a provoqué un scandale, parce qu'un certain nombre de personnes voulaient absolument mettre dans le même panier l'État français, donc le régime du maréchal Pétain, et le Troisième Reich. Alors, aussi détestable soit l'antisémitisme qui était donc dans la législation française de l'époque,
C'était un antisémitisme d'exclusion, détestable en lui-même, mais qui n'avait pas de rapport direct, qui n'avait pas de lien avec l'antisémitisme d'extermination du Führer et des SS. Mais c'était des rappels qui aujourd'hui ne sont pas contestés, mais à l'époque, dans le contexte tumultueux, brûlant de l'époque, ça passait mal. Et ils avaient une obligation de réserve, les magistrats. Donc Jean-Pierre Haine, c'est seulement en 1995 qu'il a pu s'expliquer dans un livre. Mais à l'époque, effectivement, à part des personnes qui ont appelé au calme en disant « écoutez, c'est avant tout une question juridique », non, des gens qui rentrent en résistance près d'un demi-siècle après la libération de la France, après le suicide du chancelier Hitler et la chute du Troisième Reich, c'est tellement facile. Mais aujourd'hui encore, vous avez des gens qui, effectivement, ont une vision... bon, moins maintenant. Même des gens peu suspects de sympathie pour Paul Touvier disent qu'effectivement, il y a eu une acrobatie juridique. En l'occurrence, l'idée, c'était... René Bousquet avait été assassiné par un illuminé en juin 1993. Son procès a fait office un peu de procès de remplacement. Même si, effectivement, il n'y avait pas de rapport direct avec le Shoah dans l'affaire de Rieux la Pape, il fallait, effectivement... donc... Vous voyez, mais plus récemment encore, un peu plus récemment, toujours dans le contexte de la lutte contre l'antisémitisme, respectable en lui-même, parce que l'antisémitisme, de mon point de vue, est un attrape-gogo, mais la lutte contre l'antisémitisme, malheureusement, peut l'être parfois aussi quand elle est instrumentalisée. Et un cas que mon ancien préfacier, non pas le juge Lambert, mais celui qui a préfacé mon livre de 2014, Maître Gilles Antonowitz, parce qu'il était avocat de la défense dans cette affaire, connaît bien, il a écrit un livre dessus. L'affaire dite du gang des barbares, vous savez, l'affaire du pauvre Ilan Halemi, ce vendeur juif de téléphonie mobile qui a été assassiné par Youssouf Fofana. Donc cet assassin qui habitait dans la cité Prokofiev à Bagneux. Cette affaire avait révolté la France à juste titre. Et en fait, la cour d'assises de Paris, alors qu'elle n'avait pas encore... À peine avait commencé à... Le procès était commencé, il y a eu une campagne contre la cour d'assises de Paris. Parce qu'on estimait déjà, quel dommage que ce ne soit pas un procès public. Parce qu'on voulait un procès pédagogique pour dénoncer l'antisémitisme des banlieues, un peu comme les procès dits pédagogiques, de procès du capitaine SS Klaus Barbie, du chef Paul, donc Paul Touvier, de Maurice Papon, etc., etc. On voulait faire de la pédagogie. Or, le problème, c'est que sur le plan légal, le procès devait se tenir à huis clos, en l'occurrence, car il y avait 2 accusés qui étaient mineurs au moment des faits, fin 2005, début 2006. Et donc, on dit, ah non, mais c'est pas mal. À partir du moment où les accusés mineurs au moment des faits voulaient que le procès soit à publicité restreinte, donc déjà, le procès pédagogique... zappé, impossible. Et il y a eu effectivement une proposition de loi, la proposition 1816 de François Baroin et Jacques Lang, comme par hasard, donc 2 jours avant le verdict, visant effectivement à réformer le huis clos des mineurs en cour d'assises. Donc concrètement, il fallait que ce soit la cour d'assises, soit à la discrétion de la cour que se décide le huis clos. Donc vous voyez, donc c'est-à-dire l'idée, c'est qu'il faut absolument qu'on brise cette protection, en l'occurrence. Il fallait tout ça, mais évidemment dans un but purement électoraliste. On est d'accord. Parce qu'effectivement, il y avait un arrière-plan derrière, vu qu'ils voulaient que c'était eux aussi qu'on fasse ce procès pédagogique de la culture, la nouvelle judéophobie, comme disait Préhenri Taguieff. Alors, intention respectable en soi, mais seulement il y a un problème. C'est que là encore, des gens qui connaissent à peine le dossier. L'antisémitisme dans le procès d'affaire Halimi était bel et bien présent. Mais il n'y a que 2 accusés, je dis bien 2 accusés sur 27, contre qui a été retenue cette circonstance aggravante au terme de l'instruction. Youssouf Fofana, donc l'assassin d'Ilan Halimi, et un des geôliers qui se faisait appeler Zigo, c'était un de ses pseudonymes. Alors que les autres, non, la circonstance aggravante d'antisémitisme n'a pas été retenue. Parce que concrètement, le gang des barbares, c'est surtout une bande de lâches, de pieds nickelés, intéressés par l'argent facile. C'est bien ça le problème, c'est qu'on a tendance à oublier, c'est que les crimes les plus graves peuvent être commis par des gens qui sont ni plus ni moins que des pauvres types. Et en l'occurrence, nous avons affaire à des lâches, des gens, c'était le pognon, excusez-moi de le dire, qui les intéressait. Et Youssouf Fofana savait pertinemment que sa victime était un modeste vendeur de téléphone portable qui gagnait le SMIC. Mais lui, sa logique, c'est un antisémitisme de supermarché. La communauté juive est riche, elle perd à la rançon. Ça se limitait à ça. Après, il en a rajouté une couche lors du procès, en se faisant passer comme un combattant de la cause palestinienne, du djihad, etc. Mais tout ça, un de ses avocats lui a dit « Si vous êtes antisémite, moi je suis le pape. Vous avez fait ça pour l'argent. » Maître Emmanuel Ludo lui a dit ça en tête à tête. Oui, ça fait ça pour le fake.
Mais avant tout, c'était le fric qui l'intéressait. Même si, effectivement, il y avait une part d'antisémitisme. Antisémitisme pas du tout construit. C'est un antisémitisme, je vous dis, dire, voilà, ils ont de l'argent, ils paieront. Ça se limitait à ça. Mais il fallait, un certain nombre de personnes voulaient qu'il y ait un procès, alors que ça aurait été une catastrophe, un procès public, parce que qu'est-ce qui serait passé? Ça aurait été encore plus tendu, alors que les gens qui ont les parties, les protagonistes du procès, ils ont dit, à huis clos. Après, au bout d'un moment, Youssouf Hanna a cessé ses provocations, et les procès s'est déroulé dans de bonnes conditions. Si ça avait été public, ça aurait été un cirque. Un cirque épouvantable, sachant que Youssouf Fofana a multiplié les provocations, et d'un autre côté, il y a quelques extrémistes, hélas, de la communauté juive, qui ont agressé, qui, avant le procès, avaient agressé la mère d'Youssouf Fofana, alors qu'elle n'y était strictement pour rien dans les crimes de son fils. Donc c'est un amalgame grossier. Dire à quel point... Et tous ces gens-là, évidemment, ne connaissent rien au dossier. Quand vous allez plus dans le détail, vous voyez que c'est plus subtil. Et ça n'enlève rien à la gravité des faits. Mais c'est tellement plus simple de faire dans le manichéisme. Tellement plus simple. Et aujourd'hui encore, il y a eu 2 films sur l'affaire des gangs des barbares, et dans les 2 cas, effectivement, c'est une vision un peu partielle et partiale. Moi, je n'ai pas vu les 2 films, je sais qu'ils n'ont pas eu un grand succès en salle, mais bon. Le problème, c'est voilà, c'est-à-dire un mélange d'antisémitisme, de bêtises, de lâcheté, d'appât du gain, d'argent facile, un cocktail explosif qui a abouti à la mort d'un homme. Mais le procès pédagogique, c'est-à-dire en fixant uniquement son antisémitisme, aurait été une erreur. Mais malgré ça, il y a un certain nombre de personnes qui voulaient absolument que ça ait lieu. Mais comme vous savez, ça n'a pas eu lieu. Mais quand même, quelque chose d'hallucinant pour terminer sur cette affaire. L'avocat général qui lui-même a été beaucoup attaqué, Philippe Bilger, qui était au procès de Paris. Hallucinant. Alors, il a été attaqué par l'avocat de la partie civile, de façon abjecte. Il a dit que c'était un traître génétique parce que son père, Joseph Bilger, avait été condamné pour collaboration à la fin de la guerre. Vous voyez l'amalgame entre lui et son père. Le vice-président des SOS Racisme, Patrice Klugman, a dit « Oui, c'est un excellent avocat, un excellent magistrat, Bilger, mais il est contre la loi Guesso, la loi sur la contestation de crimes contre l'humanité. Il n'y a pas besoin d'être complaisant envers l'antisémitisme pour être contre la loi du 13 juillet 1990. Vous voyez l'amalgame. Et la chose parfaitement hallucinante qui a été relatée donc, par Maître Antonovitz dans son livre sur l'affaire Halimi, publié aux éditions Ebala en 2014, c'est que nous avons Michel Alliot-Marie, qui était garde des Sceaux, qui a expressément demandé au parquet de faire appel, donc en juillet 2009, après le verdict du 18-9, des peines que le parquet avait demandées et obtenues. Parce que, grosso modo, les peines obtenues, au terme du procès du 10 juillet 2009, correspondaient à ce qu'avait demandé Philippe Bilger, l'avocat général Philippe Bilger, dans son réquisitoire. Mais elle estimait que ce n'était pas suffisant, donc il y a eu un second procès qui s'est déroulé aussi à huis clos, donc de ce côté-là, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Mais je veux dire, on est un climat de terrorisme intellectuel qui n'auront pas service finalement à la mémoire d'Ilan Halimi. Vous voyez, tous ces exemples montrent que quand la politique et les médias se jettent comme la vérole sur le bas clergé sur une affaire particulièrement sensible, le résultat est loin d'être brillant. Encore quelques petites remarques, je ne veux pas vous ennuyer encore très longtemps. Alors les caractéristiques aussi de tout ça, de l'instrumentalisation. Premièrement, c'est la rapidité. Vous savez, la justice française est connue à juste titre pour sa lenteur. Elle a été au moins 220 fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour non-respect des délais raisonnables. C'est vous dire, 220 fois. Mais il arrive parfois qu'elle fasse preuve de célérité. C'est amusant de temps en temps. Par exemple, le 24 janvier 2017, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, le parquet a eu connaissance, a reçu l'édition du Canard enchaîné qui devait être en kiosque le lendemain, le 25 janvier 2017. Donc ils ont eu connaissance, donc avant le citoyen lambda, des accusations contre Pénélope Fillon. Dès le lendemain, le parquet national financier, qui avait été créé après le scandale Cahuzac, donc par la loi du 6 décembre 2013, a été saisi. Ce qui est quand même assez surprenant, parce que généralement, on dit la justice, elle est beaucoup moins rapide. Et ce qui a surpris pas mal d'observateurs, notamment Hermé Léman, qui est avocat et ancien juge d'instruction dans son livre Le procès Fillon, paru aux éditions du CERF au printemps dernier, en printemps 2018,
expliqué que c'est assez étonnant parce que généralement, ça va contre la tradition de la trêve électorale. C'est assez étonnant. Lui-même, il a dit, quand j'étais juge d'instruction à Bobigny, que je devais enquêter sur les malversations électorales dans les municipalités communistes, je respectais cette trêve. Et là, non, il faut que l'enquête démarre tout de suite. Donc ça, c'est assez étonnant. Mais le problème aussi, c'est que François Fillon lui-même, il s'est tiré un peu une balle dans le pied en se félicitant de cette célérité. En un premier temps, il dit comme ça, je vais pouvoir m'expliquer. Et après, vous savez, il a une défense un peu à tiroir. Après, il a hurlé au coup d'État institutionnel. C'est vrai que son système de défense, comme le dit Hervé Léman dans ce livre, un peu maladroit, n'a pas aidé. Mais ce que je dis, dans d'autres cas, la trêve électorale a été respectée. Mais donc, dans le livre dont je vous parlais à l'instant, on cite par exemple le cas du futur président Macron, qu'à l'époque où il était ministre de l'économie, le 6 janvier 2016, donc il était ministre de l'économie du gouvernement Valls, il avait organisé une soirée à Las Vegas. C'était la soirée du high-tech. Et de cette affaire, il y a donc toujours le canard enchaîné, avait révélé qu'il y avait soupçon de favoritisme. Et là, par contre, considérant qu'il était un peu le favori, là, par contre, le parquet national financier n'a pas été saisi. Et pourtant, le parquet national financier est compétent pour les affaires de favoritisme. Donc d'aucuns ont pu penser, comme Hervé Léman, qu'il y avait un deux poids, deux mesures. Donc, on peut se poser la question. Même si ça ne signifie pas que François Fillon, on n'en sait rien. Sur le fond du dossier, je ne me prononce pas, Hervé Léman non plus. Mais on peut se poser la question. Donc, vous voyez, cette rapidité est quand même assez surprenante. Et puis, l'autre caractéristique, c'est tout ce qui est amalgame et autres raccourcis. Parce que toujours pour rester sur l'affaire Fillon, le PNF, donc le parquet national financier, était-il vraiment compétent pour cette affaire? La question a été soulevée par des avocats, comme peu suspects de sympathie pour Fillon, comme Maître Régis de Casténou ou Maître Éric Dupond-Moretti, qui sont plutôt une sensibilité de gauche, par la professeure de droit Michèle Laure-Rassa, sur son blog, et bien sûr par Hervé Léman, dont je parlais à l'instant. Car quand on s'en réfère à la loi du 6 décembre 2013, alors là je cite, le parquet national financier est compétent pour les détournements de fonds publics d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes, ou du ressort géographique. Alors, pour le supposé, le présumé emploi fictif de Pénélope Fillon, ressort géographique, ça concerne la Sarthe, parce que dans la loi ressort géographique, on pense plutôt à plusieurs pays. Donc voilà, on se demande vraiment ce que le PNF a à voir là-dedans. Nombre de complices, nombre d'auteurs, François Fillon, sa femme Pénélope, et Marc Joulot, l'assistant. C'est un assistant parlementaire. Donc on peut se demander effectivement s'il n'y a pas un amalgame, peut-être pour donner plus d'ampleur à l'affaire. Alors par exemple, Dupond-Moretti pensait que c'était plutôt le bureau de l'Assemblée nationale qui aurait dû s'être saisi. Bref, alors certes, le PNF s'est défendu en disant que c'est en accord avec le parquet qu'ils ont ouvert cette enquête, mais voilà, on peut se demander ce qu'il en est. Bon, les juges vont bientôt rendre leur ordonnance de non-lieu de mise en accusation et non-lieu partiel, parce que c'est l'appellation officielle. Une ordonnance, c'est pas forcément une mise en... Il n'y a pas que la mise en accusation, il peut y avoir des non-lieux partiels concernant l'affaire Fillon, donc nous verrons ce qu'il en est entre ce qui était vrai, faux ou exagéré dans les accusations. Quand je vous parlais d'amalgame et de raccourci, j'en reviens un petit peu à cette affaire que je connais bien, l'affaire Outreau. Personne ne doute que magistrat inspecteur Fabrice Burgot était un bouc émissaire bien commode, à l'instar de mon défunt préfacé Jules Lambert dans l'affaire Grégory. Et on se souvient donc de l'audition du 8 février 2006 devant la commission d'enquête parlementaire, où il y a l'impression d'un magistrat interrogé comme un malfrat, comme un malfaiteur. Moi qui connais ce dossier, je dis que la réalité est quand même plus complexe. Car il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est que l'erreur initiale dans ce dossier n'a pas été commise par le juge Burgot. L'erreur initiale, c'était 2 mois avant qu'il soit saisi comme juge. C'est-à-dire, c'est l'ordonnance du 21 décembre 2000 du juge des enfants Éric Tamion, de Boulogne-sur-Mer, adressée à Myriam et Thierry Delay, en leur indiquant qu'ils étaient soupçonnés d'agression sexuelle sur leurs enfants. Ils ont été mis en examen que 2 mois plus tard. Enfin, ils ont été placés en garde à vue 2 mois plus tard, le 20 février 2001. En l'occurrence, il est fort possible qu'ils aient fait disparaître des preuves pendant ces 2 mois. Donc, quand il y a eu la perquisition du 20 février 2001, on a trouvé un certain nombre de cassettes, 300 cassettes VHS, dont 163 cassettes pornographiques, le reste étant des films d'horreur, pour vous situer un petit peu l'ambiance particulièrement malsaine dans laquelle ont grandi les enfants de lait, mais pas de film tombant sous le coup de la loi. Enfin, le seul film qui relève de la corruption de mineurs qui a été retrouvé chez les Delay,
Et j'ai vu les captures d'écran, ça se suffit, dans le genre malsain, ça suffit, les images se suffisent à elles-mêmes. C'est une vidéo privée tournée au caméscope le 4 avril 1999 au soir, où on voit effectivement le couple de lait en pleine activité sexuelle. Et ce qui peut glacer le sang, c'est que sur l'écran, les captures d'écran, vous apercevez un Dylan, un de leurs enfants, qui a que 2 ans et demi, qui était juste à côté d'eux. Pour vous situer un petit peu. Déjà, le peu, même si l'élément matériel, montrait déjà que l'affaire était déjà suffisamment horrible en elle-même. Mais si, effectivement, ils n'avaient pas été alertés dès décembre 2000, peut-être qu'on aurait eu davantage d'éléments. Un magistrat, Yves Janier, qui était avocat général au second procès de Paris en décembre 2005, en novembre, il a dit, mais comment vous voulez trouver des preuves matérielles avec ça, si on les informe dès le décembre 2000 par une ordonnance? Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Et puis c'est triste à dire, dans cette affaire où on a beaucoup perdu les pédales, certains des futurs acquittés eux-mêmes ont alimenté ce que j'appellerais la chaudière accusatoire. Daniel Legrand-Fils, dans une lettre à un journaliste de France 3 Lille, début janvier 2002, et dans une lettre au magistrat instructeur Fabrice Burgot le 4 janvier 2002, a révélé que fin 99, il y aurait eu à la Tour de Redard, là où habitait le couple de lait, le viol et le meurtre d'une fillette. On suppose fillette d'origine belge. Que n'avait-il dit là? Parce que le problème, du coup, ça a fait exploser, a rendu le dossier totalement incontrôlable. Ces images à la télé, dont vous vous souvenez peut-être, de pelleteuses cherchant dans les jardins ouvriers d'Outreau et des environs, comment ne pas faire un rapprochement avec l'affaire Dutroux? Alors après, il a dit, voilà, j'ai raconté n'importe quoi, il disait que je voulais faire exploser le dossier en plein vol. Il y a eu finalement une ordonnance de non-lieu sur cette affaire de meurtre de fillette, beaucoup plus tard, le 3 septembre 2007. Mais vous voyez, à un moment, tout le monde, ça partait à un vrille un peu dans tous les côtés. Donc, l'idée, mettre tout sur le dos du juge d'instruction, c'était un peu facile. Donc, quand vous regardez le dossier plus en profondeur, vous apercevez, là encore, que la vérité est beaucoup plus complexe. Quelques mots encore. Il faut savoir que malgré tout, la justice sait quand même, bon gré mal gré, résister à la pression médiatique et politique. Pour l'affaire Malik Oussekine, même si la désinformation perdure, comme je vous le disais, la Cour d'assises de Paris a retenu le sursis, a condamné avec sursis les 2 policiers, en reconnaissant qu'il y a eu des violences, mais que ce n'était pas leur coup qui avait provoqué directement la mort de Malik Oussekine. Ils n'étaient pas censés savoir qu'il était sous dialyse. C'était un contexte de violence paroxystique, dramatique. Personne ne conteste que Malik Oussekine ne méritait pas une mort pareille. Personne. Mais l'instrumentalisation éhontée qui a été faite de cette affaire ne vaut pas mieux. Dans le gang des barbares, il y a eu procès en appel à l'automne 2010 à Créteil, cour d'assises du Val-de-Marne. Il y a eu des peines qui ont été alourdies, mais comme au premier procès, je veux dire, l'accusation d'antisémitisme s'était maintenue que pour 2 des condamnés, la Youssouf Fofana et donc le geôlier. Donc en l'occurrence, la thèse mi-antisémite crapuleux demeure. En l'occurrence. C'est-à-dire, Mike, si aujourd'hui la désinformation perdure, malgré les pressions de Michel Alliot-Marie, de François Barouin et de Jacques Lang, en l'occurrence, le procès en appel s'est également tenu à huis clos, dans le calme et la sérénité, qu'on en a beaucoup moins parlé d'ailleurs. Quant à l'affaire Fillon, dont je vous parlais tout à l'heure, voyons, on verra ce que dira l'ordonnance, qui doit être bien rendue incessamment sous peu, peut-être d'ici la fin 2018. Bref. Tout ce que je peux vous dire, ce que je vous ai dit là, montre qu'il faut effectivement se montrer prudent, très prudent, faire preuve de circonspection quand on vous présente de façon partielle et partielle, surtout quand c'est des personnalités politiques ou certains médias, certaines affaires judiciaires. Et je terminerai par 2 citations. Donc, j'avoue, ce sont des citations qui ne sont pas de moi, mais que j'aime beaucoup. Donc, de Samuel Butler, écrivain britannique. Ça vaut en histoire comme en matière de justice. C'est la vérité comme la religion. Elle n'a que 2 ennemis, le trop et le trop peu. Très belle citation, je l'aime beaucoup. Et une journaliste du Monde qui écrit de beaux articles sur la justice, généralement assez équilibrés dans ses articles, Pascal Robert-Diard, qui a dit ceci. La complexité d'un dossier judiciaire nécessite de laisser de côté préjugés et visions manichéennes. Je vous remercie. Merci à tous. Je voulais avoir votre avis sur le dernier sujet, le procès en cours du garçon de 18 ans qui s'est avec l'affaire des skinheads.
Ah. Vous n'avez pas parlé du tout, c'est un dossier... Ah bah, si j'en ai pas parlé, c'est qu'en fait, à partir du moment où les accusés ont fait appel, c'est suspensif. Mais c'est une affaire douloureuse, dans la mesure où, si vous voulez, il y a eu mort d'homme, Clément Méric ne méritait pas de mourir, on est d'accord. Moi, de mon point de vue, c'est une bagarre entre militants extrémistes d'un côté, donc ultranationalistes, et Antifa de l'autre, qui a mal tourné. Et ce qui est intéressant, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas encore, parce que vous savez, depuis la loi de 10 août 2011, les verdicts sont motivés. Mais la présidente Xavier Simeoni n'a pas lu les motivations lorsqu'elle a annoncé les condamnations. Normalement, elle aurait dû le faire. Normalement, ils doivent savoir. Alors peut-être qu'après, sans doute, les avocats ont eu accès à la feuille de motivation. Parce que ce qui est intéressant dans cette affaire, beaucoup de médias peu suspects de sympathie pour les skinheads, les nationalistes, etc., on dit qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, parce qu'en fait, c'est impossible, selon les témoignages, les vidéos, les images de vidéosurveillance, de déterminer qui a provoqué qui a commencé. Des témoins, les vigiles, les témoins disent tout et son contraire, donc... Mais en l'occurrence, là, il apparaît clairement, mais si on n'a pas encore la feuille de motivation, c'est qu'ils ont privilégié la version selon laquelle ce sont les militants nationalistes qui ont provoqué les antifas. Ils ont privilégié la thèse de l'utilisation d'un point américain, qui est une circonstance aggravante, alors que un certain nombre d'experts, donc s'appuyant sur le rapport d'autopsie, ont estimé que la preuve d'utilisation d'un point américain n'a pas été apportée. Mais un autre expert a dit qu'il est possible que. Donc, en l'occurrence, c'est vrai qu'ils ont privilégié, même si on est dans l'hypothèse, parce que vous dites, il y a un tel qui dit A, qui dit, certains disent que c'était il y a 5 ans, c'est loin. Beaucoup de gens disent, oui, beaucoup de zones d'ombre encore. Est-ce que ce sera éclairci au procès en appel? Donc moi, pour ma part, cette affaire, donc une bagarre entre militants aux idées radicales de gauche et de droite, je n'ai pas une sympathie particulière pour les antifas, ils sont très antipathiques. D'ailleurs, c'est toujours ce petit discours de la culture de l'excuse. Là, récemment, ils ont attaqué la nouvelle librairie rue Médicis qui vient d'ouvrir. Mais oui. Bon. Mais je n'excuse la violence des deux côtés, mais je la condamne formellement. C'est vrai que le témoignage rien provocateur, semble-t-il, de Serge Ayoub, qui disait concrètement que Clément Méric l'avait un peu cherché, ça n'a pas aidé les accusés. Donc attendons de voir ce qui se lancera en appel. Donc, parce que, donc, comme vous savez, les deux accusés qui ont été condamnés, le troisième a été acquitté. Mais bon. Les peines, c'est quoi les charges? 7 ans pour Samuel Dufour et 11 ans pour Esteban Morillo. Il a été reconnu par les témoins de l'accusation que Serge Dufour n'avait frappé personne. Samuel Dufour n'avait frappé personne. Alors, il était là, il partage ses idées, enfin bon, c'est quand même... C'est un procès très politique, finalement. Très politique. Oui. À environnement politique, très politique. Bon, après, il y a eu une bagarre, il y a eu un mort. Il faudrait comparer avec des bagarres. J'ai vu sur des sites très mal pensants que pour une bagarre, je ne sais pas où, en province, entre deux, on va dire, alcooliques, du même genre, avec un décès, on dira, accidentel, le type avait pris 9 ans. Donc, on peut dire, c'est pas entièrement... L'environnement, par contre, moi, ce qui me choque, c'est que, de ce que j'en ai lu, alors, c'est à vérifier, effectivement, le Samuel Dufour, tout le monde dit, il a touché personne. Il a pris 7 ans, ouais. Il a pris 7 ans, là, c'est complètement... après, on peut discuter sur Méric, mais si la justice, dans le débat, dit il a touché personne, 7 ans pour avoir touché personne, ça me fait penser à l'histoire communiste, à l'époque, la plaisanterie, disant, le type arrive, on lui demande combien t'as pris, il dit 10 ans, et qu'est-ce que t'as fait? Rien, on lui dit non, rien, c'est 15 ans. Bon. Voilà, c'est quand même un peu... non mais, écoutez... C'est quand même curieux. Il y a eu une instrumentalisation de cette affaire dès juin 2013, bien sûr. Mais si, à la base, je vois le parquet voulait poursuivre 4 militants nationalistes, finalement on n'a poursuivi que 3. Et si on avait suivi à la lettre, effectivement, un certain nombre de personnes qui parlaient d'assassinat, donc bon, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes, dans les affaires, effectivement, on est impliqué. Des gens le Premier ministre, on a voilà, eu des gens, etc. Bon, mais oui, donc, mais dans une affaire auquel on est sensibilisé, par exemple, les militants d'extrême gauche, en l'occurrence, qui sont sensibles à la dénonciation des violences policières, à la lutte, ce qu'on appelle donc la bête du monde, etc. Oui, ils vont tout de suite parler d'assassinat. Non mais c'est du cinéma. Mais il y a eu, pour des injustices, il n'y a pas que celle-là. Puisque vous parliez d'Alio Marie. Bon. Il y a eu l'affaire Coupa, où on a arrêté des types qui avaient soigné l'affaire Coupa, je ne sais pas où, ah oui, oui. Où on
on a arrêté 10 personnes ou 20 personnes, elle est venue faire etc. contre la menace, les rouges. Ah oui, mais je connais cette affaire, oui, bien sûr. Ils ont passé 4 mois en tôle et on les a relâchés, ils n'avaient rien fait. Bon, donc, accusés. Ben, il y a eu oui, ils ont été quasiment tous relaxés il y a quelques mois. Ils ont été relâchés par petits bouts. Hein, et ils n'ont rien fait, on les accusait quand même d'avoir de tentatives de déraillement de 4 TGV. C'est quand même pas... Il y a quand même plus de morts dans 4 tentatives de déraillement de morts potentielles qu'une bagarre où un type est tombé en arrière, il est mal, en plus il était leucémique. Bon, faut quand même... on a des photos de lui montrant qu'il agresse des militants, des gens de la Manif pour tous à l'époque. On va dire, bon, d'accord, le type il a été condamné. Moi ce qui m'a, entre guillemets, rassuré, c'est effectivement 9 ans pour une bagarre d'ivrogne, etc. On peut dire c'est pas bien, c'est trop, ce que vous voulez, ça je ne sais pas. Mais si c'est la moyenne, etc., bon, on n'est plus tout à fait dans le truc politique. Par contre, du jour, là, c'est par association, j'étais là. Parce que moi, Ayoub, vous pouvez le prendre aussi pendant qu'on y est, parce que c'est censé être l'inspirateur néo-nazi. Et moi, Ayoub, je le connais un tout petit peu, j'ai été 2 fois dans son local. Hein, et on a discuté, enfin, j'ai dîné 4 fois avec lui, et j'étais 2 fois dans son local. Le thème à l'époque, la première fois que je l'ai connu, c'était, 3e fois, vous voulez présenter un candidat dans un bled paumé du nord de la France pour une élection partielle. C'était pas, on ferme le local, on marche sur l'Elysée et on défenestre Hollande. Ce qui me paraît quand même pour l'extrême droite, parce que moi l'extrême droite violente j'ai connu. Il n'y a plus d'extrême droite violente organisée en France. Je ne peux pas en citer. Leur histoire, ça me paraît quand même... Enfin, écoutez, on verra ce qu'il en est du procès en appel, bien sûr. C'est quand même Samuel Dufour, c'est ça? Oui, c'est ça. Que je ne connais pas du tout. Ça, avec ce qui a été dit dans les débats, par des témoins de l'accusation, des gauchistes, des antifascistes, disant non, il a touché personne. 7 ans pour n'avoir touché personne, je m'inquiète. Ah oui, mais écoutez, de toute façon, ils ont fait appel, et oui, mais enfin, un procès en appel peut avoir une toute autre analyse. Non, on est tout à fait d'accord, mais 7 ans, enfin, s'ils sont en prison, si le type est en prison pour n'avoir touché personne et qu'il est en prison pendant 4 ou 5 ans, bon, c'est quand même, c'est... Vous l'avez dit. Ça fait partie de la justice, hein. C'est un prolo. J'avais dit que la justice était parfaite, hein. Elle est faite d'hommes et de femmes, bien sûr, oui. Frédéric, oui. moi j'aurais voulu te dire deux choses. Je t'écoute. Des anecdotes de bas niveau. J'ai parlé de Sédic. Tout à côté, dans la rue Monsieur le Prince, où il est mort, il y a sur le trottoir une plaque de bronze à sa mémoire. On leur dit qu'il est mort victime des violences policières. Exactement. Qui La Mais écoute, plaque, c'est elle qui est sur le sol. Ah bah je l'ignorais, bah tu vois, j'apprends C'est quelque pour ça chose. que je te donne cette précision, rue Monsieur le Prince. Oui, Deuxièmement, le bidule, c'est un grand truc comme ça. Parce Il y a que des des rues, types à moto. il y a des rues et C'était des les- bah, le corps des voltigeurs a été supprimé peu de temps après, oui. Il y a des rues et Voilà. des places en France qui portent son nom. Il y a peut-être même un collège, Malik Oussé. Oui, Et deuxièmement, un truc comme ça. je voulais te Non mais donner une là, on est dans le précision. mythe. On est dans la création du mythe. La politique n'a rien à voir avec je voulais te donner Il y a des une collèges précision. Lucie et Raymond Aubrac, là. Certes. Je voulais te donner une C'est précision. étonné de rien. De Dany Je Cesnay. suis choqué quand je Oui. vais parler Tu es d'un autre sujet. que tu épinglé tout à l'heure. Oui. Sache que il ne Seigneur, s'appelle pas vous avez- Seznec. Il s'appelle Le R. Oui, parce que Seznec est le nom de sa mère. Mais il n'aime pas trop parler de son père, sachant que son père est un personnage pas recommandable. Oui, non mais seulement, François Le R. Hein. pour se faire passer encore plus près de Guillaume, il prend le Oui, nom je sais, il usurpe. du côté On est d'accord. maternel qui n'a pas le droit. Voilà, c'était deux précisions que je voulais dire. Vous me posez une question, je vous écoute. C'est pas son boulot. Pour la C'est pas son boulot. En tant que collègue. C'est pas le boulot d'aider. Oui. C'est pas le boulot d'aider les faibles. Non. Faut les. Non mais il y a une laisser manipulation courir. Non, c'est pas médiatique son au niveau boulot. des francs-maçons, de l'église et tout ça. C'est possible. Je sais pas où la manipulation, Après, tout a c'est été, son boulot. tout a été Après, manipulé dans après, cette c'est affaire. malheureux. Je sais pas où est le fin mot de l'affaire, mais on voit bien que... C'est très complexe, on ne sait pas tout. Pendant 2 heures, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je suis entièrement d'accord, on ne sait pas tout en fait. Hein. Oui, c'est ça la difficulté. Pourquoi a-t-il déposé son arme On ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on veut le démolir? On va pas en parler, Pourquoi est-ce qu'on madame. veut démolir ce malheureux qui a donné sa vie? On le démolit pas pas. le démolir. Personne n'a C'est dit ce qu'on ça. fait. C'est ce qu'on fait en disant qu'il n'avait pas ça à il faire. n'avait pas Il avait autre chose à faire. Il devait laisser la bonne femme crever devant ses yeux. Mais non. Non. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Bon, quand C'est il y un a eu- combattant. Vous avez choqué, madame. Oui, non, mais ça d'accord, je m'en doute. Il y a pas de combattant. Non, mais alors, non, mais c'est madame, c'est important. C'est-à-dire que, non, mais là, on ne peut pas discuter de choses qui sont claires.
Mais si on n'a pas les éléments, comment vous... Ah oui, alors en plus, on n'a pas tous les éléments, donc on ne peut pas parler. C'est ce qui s'est passé. On a l'importance. C'est ce qui s'est passé au Bataclan. Oui, je vous écoute. Voilà. Je vous écoute, Pour madame. l'affaire Grégory, Oui. puisque vous l'avez suivi et que vous avez fréquenté le juge Lambert. Enfin, fréquenter, c'était par correspondance, on ne s'est pas rencontrés. Correspondance, Oui, je vous écoute. Il a dû vous parler, parce que pourquoi en est-il arrivé au suicide, lui? Pourquoi? C'est quand même étonnant. C'est une affaire qui, lui, est très ancienne. Mais oui, Il ça est doit à la peser. retraite. Qu'est-ce qui... Et toute sa vie a été gâchée. Vous qui l'avez approché. Frère Thierry du. Et il a écrit des lettres pour expliquer son geste, notamment à un ami journaliste, son ami journaliste de l'Est républicain Christophe Gobin. En fait, concrètement, il a été, même si c'était pas apparu tout de suite, mais il a été très affecté par en fait les rebondissements survenus à partir du 14 juin 2017. Et puis surtout, le fait qu'on revienne à nouveau, à chaque fois, qu'on en fasse à nouveau le bouc émissaire. C'est-à-dire concrètement, quand il y a eu effectivement cette relance de l'affaire, vous savez, on a fait tout un pataquès, ce formidable logiciel Anacrim, d'analyse criminelle utilisé par la gendarmerie. Et puis concrètement, on disait, grâce à ce logiciel, on va enfin avoir les noms des coupables, alors que contrairement au juge Lambert, qui était un incapable, etc. Alors que bon, comme je disais, le juge Burgot était un bouc émissaire. Dans l'affaire Grégory, c'était plutôt le juge Lambert. D'ailleurs, le juge Lambert, il y a un certain nombre de décisions de justice qui ont clarifié les choses. Par exemple, on a dit, qui était trop bavard peut-être, mais en fait, le délit intentionnel de violation du secret de l'instruction a été écarté par la Cour d'appel de Dijon dans l'arrêt du 24 novembre 88, parce qu'il estimait qu'à partir du moment, vu le contexte hyper médiatisé de l'affaire, où on se trouvait des journalistes qui détenaient des informations sur le fond du dossier avant le juge lui-même. Donc si vous voulez, c'est même pas lui qui les informe, ce qui est extraordinaire. Par exemple, il y a un article du Figaro d'octobre 84, où vous avez presque mot à mot un PV de synthèse du premier directeur d'enquête, capitaine Sesma. Alors que le juge Lambert, à l'époque, n'avait pas en fait aucune déclaration publique. Donc si vous voulez, ça, par exemple, on a dit que c'était un feignant, qu'il était dilettante. Le dossier qu'il a transmis à la chambre d'accusation, ces chambres d'accusation à l'époque, on n'était pas encore à la loi Guigou, de la cour d'appel de Nancy, à l'automne 86, faisait quand même 1,50 m pour 40 kg. Et son greffier, Marc Bertrand, a dit on travaillait jour et nuit pendant 2 ans. Il a dit j'ai pas beaucoup vu ma famille. Alors certes, à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. C'était l'investigation à l'ancienne. On ne prenait pas de gants au sens propre comme au sens figuré. Mais en fait, il a été happé par cette affaire comme un certain nombre de personnes d'ailleurs. Comme des gens ont été happés par l'affaire Outreau. Parce qu'en fait, c'est une affaire qui a un dossier maudit. Dossier maudit et... une partie des explications, vous pouvez trouver dans cette lettre, que vous pouvez trouver sur Internet. Tapez l'Est républicain, lettre du juge Lambert. Je sais qu'il allait mal, parce qu'on a échangé par courriel quelques jours avant. Et moi, mon regret, si vous voulez, c'est... il m'avait donné son numéro de portable, je regrette de ne pas l'avoir appelé. J'ai failli l'appeler le 11 juillet 2017, après-midi. Et c'est le soir même qu'on m'a appelé pour me dire qu'il s'est suicidé. Je dis, mais putain, pourquoi je l'ai pas appelé? Il avait quand même de la famille, il avait un entourage. Il était censé partir en croisière sur le Nil avec sa femme Nicole et sa fille Pauline le lendemain. Il semblerait que, d'après ce que m'a dit, je suis à peu près d'accord avec lui, avec Maître Le Nestour, qui a été son avocat versaillais, qu'apparemment la révélation à BFM TV, le 11 juillet au matin, des carnets du juge Simon, son successeur, dans lequel son successeur l'incendie, en disant que c'est un incapable, un tocard, etc. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que bon, il avait quand même, malgré tout, la nuque raide, parce que ça faisait des années qu'on lui tapait dessus. Mais ça, apparemment, ça a été... parce que il y a des gens de son entourage qui l'ont vu le lundi 10 juillet 2017. Évidemment, il était déprimé, il n'était pas bien, mais on disait qu'aussi, son voyage en Égypte allait lui faire du bien. Donc c'est pas quelque chose auquel il pensait quand on a échangé notre dernier courriel le 6 juillet, par exemple. Et il y a toujours une part, c'est Stéphane Durand-Soufflant qui suit les rebondissements depuis 2017, et il y a toujours une part de mystère dans le suicide d'un homme. On n'a que des brides, là, on n'a pas toutes les pièces du puzzle.
J'espère avoir répondu à votre question, chère madame. Il y a une affaire aussi qui a fait grand bruit, c'est Bruyère-Renarcourt. Mais oui. Je pensais que j'allais en parler de celle-là. Mais là, oui, mais bon, c'est vrai qu'elle est... Mais justement, on a beaucoup comparé le juge Lambert au juge Pascal, mais il y a une différence, c'est que le juge Pascal, lui, revendiquait ouvertement la violation du secret à l'instruction. Oui. Il estimait que tout devait se faire à ciel ouvert. Qui cherchait la vérité. Lui, voilà. Et dans cette affaire, bah, comme vous savez, le notaire Leroy a fini par avoir un non-lieu. Et aujourd'hui, c'est un crime prescrit depuis 2005. Hein. Donc on ne sait toujours pas qui a tué la jeune Brigitte. Pourquoi il n'y a pas un porte-parole officiel qui s'occupe de la justice, du ministère de la Justice, qui donne les éléments qu'il a envie de donner? Ben, vous avez de même pour la police, on voit des syndicalistes qui viennent vous avez depuis 2005, monsieur, au début ça a été expérimental au moment du procès des disparus de Lyon, un magistrat référent presse justement, qui à chaque procès d'assises est là pour informer la presse des principaux éléments pour éviter une intoxication justement. Ça existait en Belgique, c'est le procureur du roi qui s'en occupe en Belgique. Donc ça a été expérimenté en novembre 2004 à la cour d'assises de Lyon pour le procès Émile Louis. Et ça a été institué suite au rapport Jean-Olivier Vieux, magistrat lyonnais, en février 2005, en disant que ça devait être généralisé. Oui, parce que moi, quand je vois des types qui arrivent, on voit des syndicalistes, policiers qui viennent donner leur opinion. Ils ont le droit de donner leur opinion, oui, mais c'est pas l'opinion de la police, du ministère de l'Intérieur qui dit, bon ben voilà... Non, mais il y a un magistrat référent presse, en tout cas pour les procès d'assises, pour éviter justement qu'il y ait des âneries qui soient répondues. Bon, après, ça n'empêche pas forcément les âneries de se répondre. Hein. Mais bon, voilà. Disons, il y a des efforts qui ont été faits. Par exemple, bon, comme vous savez, avant c'était tout ou rien, c'était soit vous étiez témoin, soit vous étiez inculpé. Et depuis la loi Guigou du 15 juin 2000, il y a ce statut un peu hybride de témoin assisté. Voilà. C'est déjà pas, ça évite d'aller à brut de décoffrage à ce qu'on appelait avant l'inculpation et aujourd'hui la mise en examen. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des progrès qui ont été faits, c'est pas encore parfait. Je vous parlais tout à l'heure de la motivation des verdicts de cour d'assises. Moi je suis curieux, par exemple, pour l'affaire Méric, de connaître les motivations. Vous avez certains procès, les motivations, vous pouvez les trouver sur Internet en PDF. Généralement, ça fait 5-6 pages. Mais là, et en général, le président ou la présidente de la cour d'assises lit aux condamnés, parce qu'ils ont le droit de savoir, en synthétisant, parce qu'il ne lit pas 5 pages, hein, la présidente ou le président. Pourquoi? Mais les observateurs du procès ont dit c'est bizarre, elle n'a pas lu les motivations. Donc en fait, les motivations, pour l'instant, on ne les a pas. On sait juste qu'ils ont retenu l'hypothèse aggravante du point américain, alors que ce n'est qu'une hypothèse. Donc on verra ce que décidera la cour d'appel. Attendons de voir. Mais vous aviez des journalistes quand même qui faisaient des fois une synthèse. Je prends l'exemple de, par exemple, de François Foucard. Ah oui, oui. François Foucard, par exemple, dans le procès de, vous savez, de Madame Marchal avec... Ah oui, son livre est très bon sur l'affaire Omar Haddad, oui. Il donne quand même toute une analyse. C'est un peu là... En plus, c'est quelqu'un d'honnête, hein, François Foucard. Oui, je le connais, oui. Je connais, oui. Oui, son livre, il a publié, il y a 20 ans, 4 Omar Mathieu, je crois, c'est ça. C'est l'affaire Omar Haddad, le dossier pour servir la vérité. Oui. Mais là, au fait, là aussi, bon, j'en ai pas parlé. Parce que les politiques sont pas trop intervenus. C'est plutôt un point de vue médiatique. Là, il y a une instrumentalisation dans le sens où on a dit un jardinier marocain, c'est un peu le nouveau Dreyfus. Alors que ça n'a rien à voir avec ses origines. Rien à voir avec ses origines. Et dans cette affaire, certains ont dit, effectivement, que c'est trop beau pour être vrai, cette inscription Omar m'a tué, en disant... Certains ont dit effectivement que c'était un assassin, le vrai assassin machiavélique, qui aurait obligé Ghislaine Marchal à tremper son doigt dans son sang pour écrire ça sur le mur, pour accuser un innocent. Seulement, il y a juste un détail, c'est une des hypothèses soutenues par les défenseurs. Seulement, il y a un détail qui cloche, c'est que Omar Haddad n'était pas censé aller voir sa patronne ce jour-là. Comment l'assassin aurait-il pu savoir qu'il allait venir? Il aurait fallu qu'il soit certain qu'il vienne un jour où d'habitude, le dimanche, il ne travaillait jamais. Il aurait fallu que... Ça fait quand même beaucoup de... Ça fait un peu littérature de gare, tout ça. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour ou l'autre, on aboutit à des résultats ou ce sera toujours... Dans certaines affaires. L'affaire Grégory, j'ai des gros doutes. L'affaire Grégory, pour moi, de mon point de vue, la seule chose qui permettrait vraiment d'avancer... Bon, mon défunt préfacé disait... sans aveu, sans ADN, on n'arrivera à rien. Bon. Seul ADN qu'on a retrouvé, c'est celui d'un enquêteur gendarmerie qui avait manipulé l'anorak du petit. Je dis à l'époque, il ne prenait pas de gants au sens propre comme au sens figuré. Ou alors la voix du corbeau. Il se trouve que j'ai écouté les enregistrements de la voix du corbeau.
Il y a un des enregistrements où, au tout début, la voix n'est pas maquillée, c'est la voix d'une femme. Et juste après, la voix devient rauque. Et le problème, c'est que d'après un expert, je me souviens plus de son nom, il disait que même avec le meilleur système, on peut pas, il n'y a que 10 à 15% de réussite pour identifier une voix sur un enregistrement. Et il faut vraiment que l'enregistrement soit de très bonne qualité. Or, à l'époque, souvenez-vous, c'était les cassettes audio dans les années 80. La famille Villemain, pour enregistrer le corbeau, c'était des vieilles cassettes audio, et il y avait des bruits de fond. Donc alors, ils ont essayé, hein. En 2012, ils ont utilisé un système espagnol, la Batvox, et finalement, ils ont dit, c'est la voix d'un homme et d'une femme, et c'est tout. On n'a pas été plus loin. On en est là, aujourd'hui encore. Voilà.